Bonsoir, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année 2020. Et quoi de mieux pour la commencer que de s'intéresser à notre santé, le tout avec ce sujet, la qualité de l'air dans le Grand Genève. Des mesures ont été prises et des accords signés récemment. Pour quels résultats? On en discute avec deux spécialistes, Philippe Royer et Didier Chapuis. Et puis en fin d'émission, petite immersion dans les pôles nord et sud. Ces régions sont expliquées à l'espace des mondes polaires à Prémanon dans le Jura. Rencontre avec le directeur, également explorateur. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. En discussion depuis plus de 25 ans, la 2x2 voies Machy-Tonon représente un tracé de 16,5 km qui a connu de multiples rebondissements. Le désenclavement du Chablais français est un feuilleton qui a commencé avant le CEVA. Objectif, créer un raccordement jusqu'à l'autoroute A40 au nord d'Annemasse. Une liaison qui permettrait de soulager les communes traversées par des routes départementales saturées. La nouvelle autoroute estimée à 200 millions d'euros financée par le privé induirait selon les estimations une baisse de trafic allant jusqu'à 50% et réduirait les temps de parcours de 15 minutes en heure de pointe entre Évian et Annemasse. Un non-sens écologique pour les associations de défense de l'environnement qui souhaitent plutôt développer l'offre ferroviaire et les bus à haut niveau de service, notamment par l'axe qui longe le lac en passant par Douvaine. La déclaration d'utilité publique a été signée par le Premier ministre français le 24 décembre dernier. La mise en service est prévue dans 4 ans. Les autorités genevoises veulent combattre le projet en justice. Ils ont pour cela mandaté l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Un Parlement du Grand Genève et une Constitution, c'est ce que souhaite l'association Genevois sans frontières. Pour elle, le Léman Express donne une nouvelle dynamique à la région. Interrogé par la RTS fin décembre, l'un des membres de l'association estimait qu'il faut créer un électrochoc et dépolitiser cette notion du Grand Genève. Des Jeux Olympiques de la jeunesse sur 2 pays, du 9 au 22 janvier, une première, et ce pour les JOJ de Lausanne. 18 000 athlètes présents de 15 à 18 ans, autour de 81 épreuves. Biathlon, combiné, saut à ski en France et le reste des disciplines côté suisse. Bonsoir Philippe Royer. Bonsoir. Et bonsoir Didier Chapuis. Bonsoir. Déjà un petit mot sur cette qualité de l'air. Comment ça va dans le Grand Genève? Alors, la qualité de l'air, elle s'améliore, elle va de mieux en mieux sur le territoire du Grand Genève, et notamment ce que l'on constate côté français, c'est sur 10 ans une amélioration de la qualité de l'air qui est relativement importante, puisque les polluants ont diminué de l'ordre de 30%, que ce soit les oxydes d'azote, qui sont essentiellement liés au trafic routier, ou bien les poussières en suspension, qui sont essentiellement liées au mode de chauffage de nos habitats. On a une diminution rapide de ces concentrations, donc une qualité de l'air qui s'améliore, mais ça n'empêche qu'il y a encore des actions à mener si on veut que tout le monde ait un air qui préserve sa santé. Philippe Royer, qu'en est-il du centre de Genève? Alors sur le centre de Genève, on observe les mêmes grandes tendances. La tendance est bonne, la qualité de l'air s'améliore. Toutefois, il reste sur Genève 3 polluants problématiques. Les particules fines, ces fameuses PM10 ou PM2,5 selon la taille des particules, l'ozone et le dioxyde d'azote. Comment est-ce qu'on mesure cette qualité de l'air, Didier Chapuis? Alors, on a 3 types d'outils pour mesurer cette qualité de l'air. Un certain nombre de stations, des stations fixes qui sont implantées de manière pérenne sur le territoire. Ensuite, un deuxième type d'outils qui sont des stations d'études que l'on va utiliser une année à un endroit, une autre année à un autre endroit, qui nous permettent d'investiguer des territoires sur lesquels on n'a pas d'informations. Et un troisième outil qui est de plus en plus important, de plus en plus utilisé, parce qu'il nous permet d'aller informer vraiment à l'habitant, c'est la spatialisation, c'est la cartographie et l'outil informatique qui nous permet de faire des cartographies de la qualité de l'air. Philippe Royer, on accuse souvent la voiture. Est-ce qu'elle est la seule responsable? Alors non, ce n'est pas la seule responsable. Il y a évidemment plusieurs sources et autant le dire tout de suite, on n'a pas de bouton magique pour couper la pollution de l'air. Donc ça passe évidemment par une multitude d'actions sur l'ensemble des sources. Par contre, le trafic routier, il est quand même majoritaire, notamment sur le dioxyde d'azote. Pour Genève, c'est à peu près 50% des émissions qui sont dues au trafic routier. Mais on retrouve aussi les chauffages, l'aéroport, qui est une source de dioxyde d'azote. Pour les particules fines, là encore, on retrouve le trafic routier, à peu près 30% des émissions. Et puis les chauffages, les chantiers qui produisent également de la poussière et des particules. Didier Chapuis, on sait que là, 50% sur le côté suisse, sur le côté français, ça va jusqu'à 75%. Tout à fait. Le trafic routier, pourquoi cette différence?
Alors, tout simplement parce que déjà, on n'a par exemple pas d'aéroport côté français. Donc, en proportion, on a effectivement une différence. En quantité, c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a autant de polluants qui sont émis côté suisse que côté français. Leur répartition est un petit peu différente. Quand on parle des oxydes d'azote, c'est tout de même essentiellement le trafic, qu'il soit routier, aéroportuaire, qui va être générateur de ce polluant-là. Et donc, c'est sur le trafic qu'il faut agir et que des actions doivent être mises en place. Quand on parle des particules en suspension, c'est beaucoup plus le mode de chauffage qui est en cause, et notamment côté français, on a du chauffage bois non performant qui est encore assez utilisé et sur lequel il y a vraiment des efforts qui doivent être mis. Et là, pour le coup, on a une nette différence parce que des actions ont déjà été entreprises côté suisse et côté français, on a 2 fois plus de particules en suspension émises que côté suisse. On pense beaucoup aux centres-villes qui sont touchés. Il y a une idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va en hauteur ou qu'on s'éloigne un petit peu du centre, on a moins de pollution. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est juste? Alors ça va dépendre des polluants. C'est vrai pour le dioxyde d'azote, où les concentrations au centre-ville sont plus importantes. Par contre, si on prend le polluant de l'été, l'ozone, on va retrouver des concentrations plus importantes à l'extérieur, en milieu périurbain, voire rural. Pourquoi? Parce qu'en centre-ville, ce polluant, il est détruit en fait par des réactions chimiques avec les autres polluants, alors qu'il a la possibilité de s'accumuler plus facilement dans les campagnes. Donc le jogging à la campagne en été, en fin de journée, c'est pas forcément une bonne idée s'il y a des taux d'ozone élevés. On sait que la vallée de l'Arve est souvent en alerte pollution. On a aussi les centres comme le centre-ville de Genève. À quel moment est-ce qu'on bascule dans le seuil d'alerte, dans le pic? Qu'est-ce qui provoque ça? Alors, même si sur la vallée de l'Arve, la qualité de l'air s'améliore petit à petit, on a de moins en moins d'épisodes de pollution. Pour autant, effectivement, c'est un des territoires, du fait de sa configuration géographique, où on a encore un certain nombre d'épisodes de pollution. On était ces derniers jours encore en épisode de pollution. Côté français, c'est essentiellement la durée, la persistance d'un épisode de pollution qui va faire qu'on va passer d'un seuil dit d'information, où on va donner un certain nombre d'actions en sensibilisant les populations pour qu'elles puissent se protéger, où on va passer, si le dispositif perdure pendant plusieurs jours, à un niveau dit d'alerte, où là, des actions d'interdiction, de restriction, notamment de la circulation, peuvent être mises en place. Philippe Royer, on a une harmonisation assez égale entre France et Suisse sur le seuil, le pic de pollution. Par contre, sur les seuils à respecter par année, il y a une différence là entre les deux pays. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'harmoniser, ça? Oui, il y a des différences encore sur les valeurs moyennes annuelles sur les principaux polluants. La Suisse a une législation fédérale sur ce sujet qui est relativement alignée avec les valeurs limites imposées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui représente donc des seuils sanitaires d'impact sur la santé de la population. Alors que la France applique des seuils qui sont définis dans la législation européenne et qui sont globalement un peu plus élevés que ceux en Suisse. Donc on a pour l'instant sur les valeurs moyennes une protection un peu plus grande sur le territoire suisse. Mais comment on l'explique ça? On se dit quand même qu'on est tous là. Ça impacte la santé, qu'on soit en Suisse ou en France. Pourquoi il y a une différence comme ça, Didier Chappuis? On ne pourrait pas harmoniser en fonction de la santé, justement? Alors malheureusement, ça c'est quelque chose qui nous échappe. Ça dépend des décisions politiques qui sont faites sur la base de considérations, je dirais, économiques, notamment avec les autres pays de l'Union européenne. Il n'empêche que sur le territoire du Grand Genève, la décision a été prise d'avoir des indicateurs qui soient communs, des outils qui soient communs, et de plus en plus, le référentiel sera commun. Côté français, c'est vrai que les valeurs réglementaires sont beaucoup plus hautes et donc plus faciles, on va dire, à respecter, ce qui fait que les populations, côté français, ne regardent plus ces valeurs réglementaires et nous demandent que nos mesures soient confrontées aux valeurs définies par l'Organisation mondiale de la santé, qui sont celles qui ont été reprises par la législation suisse. Donc, je dirais, la population va nous pousse déjà tous les pouvoirs publics à regarder aussi cette valeur de l'Organisation mondiale de la santé, aussi bien sur les particules en suspension que sur les oxydes d'azote ou l'ozone. Pour les oxydes d'azote, en sachant que la valeur OMS était déjà proche de la valeur réglementaire européenne. Vous parlez d'outils communs. Justement, en 2015, la plateforme Game a été lancée, une plateforme transfrontalière. Ça consiste en quoi, très concrètement, Philippe Royer? Oui, alors le but de Game, c'était d'avoir un outil commun, un outil harmonisé sur l'évaluation des émissions dans l'ensemble du Grand Genève.
Ça nous a permis d'avoir une plateforme commune, de faire des constats partagés entre la partie française et la partie suisse, qui comprend à la fois le canton de Genève et un bout du canton de Vaud avec le district de Nyon. Et de cette façon, on a pu identifier les principales sources, proposer un certain nombre d'actions. Et dans une deuxième étape, c'est Pactair qui est arrivé. C'est un plan d'action commun, une vision commune imposée par les autorités locales du Grand Genève sur la base de ce constat commun, de cet outil qui est GAME. Alors dernièrement, une application a été lancée, elle s'appelle R2G2. Elle a été lancée en grande pompe en novembre. Reportage lors de cet événement avec Léa Job. Que l'on soit à Genève, en France voisine ou à Nyon, cette application indique le niveau de pollution de l'air. R2G2 a été lancée conjointement par le canton de Genève, celui de Vaud et la France voisine. Derrière cette application, à parler, à que nos équipes techniques parlent le même langage. Si la qualité de l'air devient mauvaise, en temps réel, l'application vous donne des recommandations, notamment pour les personnes âgées, pour les enfants, qui sont, on le sait, des populations plus fragiles en cas de mauvaise qualité de l'air. Si on veut que les habitudes changent, si on veut que la population accepte un certain nombre de modifications dans sa liberté de se déplacer, par exemple, ou bien de consommer, ou dans ses habitudes, il faut qu'elle soit pleinement sensibilisée. Via des notifications, R2G2 indiquera les pics de pollution et les directives à suivre. Cette application, c'est un peu le haut de l'iceberg. D'abord, il y a une prise de conscience sur les problématiques liées à la qualité de l'air. Il faut faire des diagnostics. Il faut donner de l'information à nos concitoyens si on veut en mettre en place la circulation différenciée, par exemple. L'application se base sur les données des 3 territoires, rassemblées et unifiées par l'Observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, alors lors du lancement de cette application, il y a aussi une signature d'un accord entre Suisse et France. On a vu donc premièrement GAME, puis la signature d'un accord Pactair. On voit à chaque fois ces personnalités politiques qui signent des accords. Très concrètement, est-ce qu'il y a eu du changement, une amélioration, quelque chose de concret ? Alors, tous ces accords traduisent déjà une volonté commune d'avoir des actions qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette qualité de l'air, sur les 10 dernières années, elle s'améliore. Si on veut atteindre les objectifs qui sont fixés par l'Organisation mondiale de la santé, les efforts vont devoir aller plus loin. Et vous le savez, c'est souvent ces efforts-là qui sont les plus difficiles à consentir et à obtenir de la part de chacun de nos concitoyens, parce que les premiers efforts, c'est les plus simples, souvent, qui sont mis en œuvre. Donc, du coup, dans le cadre de Pactair, ce qu'il est demandé, c'est de sensibiliser, c'est d'informer, c'est que les populations se saisissent en fait et que chacun se sente acteur de cette pollution de l'air et puisse la traduire dans ses gestes. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on peut quantifier déjà les actions qui ont été mises en place. Par contre, toutes les actions qui seront mises en place sur le territoire du Grand Genève seront évaluées à l'aune des outils GAME et du programme Pactair pour que ces actions-là conduisent à une réduction des pollutions et il y a un engagement à l'horizon 2030 pour réduire ces émissions aussi bien d'oxyde d'azote que de poussière en suspension. Philippe Royer, quelque chose de très concret depuis janvier. Les Genevois doivent avoir la vignette Stick Air. C'est une vignette qui permet d'évaluer en gros le niveau de pollution de son véhicule. Pas forcément facile de l'instaurer. Est-ce que concrètement ça peut avoir un effet, ces vignettes ? Oui, alors effectivement, c'est un effet concret de ce programme d'action Pactair qui a abouti à l'évolution du cadre légal à Genève avec une modification de la loi sur la protection de l'environnement qui maintenant impose, en cas de pic de pollution uniquement, donc quelques jours par an, de mettre en place cette circulation différenciée et toutes les voitures doivent être identifiées avec un macaron de couleur. Mais effectivement, ce dispositif, on s'attend à des résultats importants puisque dans le niveau 3, donc le maximum de restrictions, c'est à peu près un tiers du parc genevois qui est concerné par des restrictions dans le périmètre du centre-ville de l'agglomération. Et c'est près de 85% des émissions de particules fines liées au moteur qui vont être réduites. Donc on a un effet de levier très important parce qu'on s'attaque aux véhicules les plus polluants, les plus anciens. Didier Chapuis, on a la vignette Sticker sur Genève, la vignette Crit Air sur France qui est déjà là depuis 2017. Est-ce qu'il y a déjà eu une évaluation ? Est-ce qu'on peut déjà avoir du recul sur l'usage de ces macarons ? Alors déjà, préciser que même si le nom est un petit peu différent, c'est exactement le même usage de part et d'autre de la frontière.
critères, stickers, c'est la même chose. Le chiffre, je dirais, est le plus important puisque c'est les mêmes exigences qui doivent être apportées en fonction du chiffre. Côté français, donc, ces vignettes critères, elles sont utilisées à l'occasion des épisodes de pollution, ça c'est une chose. Elles sont également utilisées dans le cadre de l'élaboration de zones de faible émission. C'est un travail qui est en cours, notamment sur le territoire d'Annemasse, c'est de réfléchir sur un périmètre relativement large. Comment est-ce que les vignettes critères peuvent être utilisées au quotidien pour restreindre la circulation au-delà des pics, tous les jours, restreindre la circulation des véhicules les plus polluants et petit à petit, en fait, améliorer la flotte des véhicules vers des véhicules qui soient moins polluants. Donc ces vignettes critères, à l'occasion de pics de pollution, elles ont une incidence. Philippe l'a évoqué, hein, notamment parce qu'elles concernent les véhicules les plus polluants. Donc dès lors qu'on leur demande de ne plus circuler, on va réduire considérablement la contribution des oxydes d'azote, des véhicules, et notamment des véhicules sur les oxydes d'azote. La contribution est un petit peu moins importante sur les poussières en suspension. Globalement, on peut espérer une diminution de l'ordre de 5%. Et ça, c'est une action forte parce qu'en termes de qualité de l'air, il n'y a pas d'action miracle qui permette d'un seul coup d'améliorer la qualité de l'air et qu'elle redevienne à un niveau qui soit acceptable pour la santé. Donc c'est plein de petites actions mises bout à bout. Et ces vignettes critères, c'est une des actions majeures qui concerne la circulation pour améliorer la qualité de l'air. Philippe Royer. Oui, effectivement, on partage ce constat. Le but de Pacter, c'est d'harmoniser au sein du Grand Genève ce type de dispositif. Désormais, de part et d'autre de la frontière, on parle le même langage, avec les mêmes vignettes, les mêmes couleurs pour le même type de véhicule et des restrictions qui s'imposent de part et d'autre. Donc en cas d'alerte de pic de pollution côté français, ce serait la même alerte côté genevois ? Alors ça va dépendre un petit peu des situations locales. Simplement, le dispositif est le même. Jusqu'à maintenant, on avait la circulation différenciée en France, la circulation alternée à Genève. C'était quelque chose qui était confus aussi pour la population qui a l'habitude de traverser facilement la frontière. Désormais, on a les deux mesures phares que sont la limitation de vitesse sur l'autoroute et la circulation différenciée qui sont les mêmes de part et d'autre. J'en finirai là-dessus. Cette vitesse abaissée sur l'autoroute, qu'est-ce que ça change concrètement de rouler moins vite ? Alors, ce que ça change de rouler moins vite, c'est qu'il y a un petit peu moins d'émissions. À nouveau, ce n'est pas une mesure miracle, mais par contre, elle sensibilise les automobilistes au fait qu'il y a un pic de pollution et elle permet de diminuer un petit peu les émissions des véhicules. Merci beaucoup à vous deux d'être venus un petit peu parler de cette pollution de l'air. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci. C'est l'heure de notre chantier en cours du mois, cette fois direction la frontière vaudoise avec les travaux sur le tronçon Mi-Founet. Nous sommes à Founet, au niveau du giratoire de Courtrai, avec un magnifique Martin Pêcheur. Et nous sommes sur le tronçon de la RC1, projet routier de requalification entre Mi et Founet. C'est un projet de requalification routière, c'est-à-dire aménager la route qui était une route de transit avec des fonctions uniquement de transit au départ et lui donner aussi des fonctions locales, avec la réduction de la dimension de la chaussée et puis la création de part et d'autre d'une piste cyclable et d'un trottoir. C'est une route qui est ancienne, c'est une route qui a été faite dans les années 60, enfin qui a été refaite dans les années 60. Et puis cette route n'avait plus uniquement une fonction de transit, mais vraiment l'environnement a totalement changé. Elle n'était plus en campagne, mais maintenant, comme on peut le voir, c'est bâti de part et d'autre. Le projet en lui-même, il a commencé en 2005. Les 4 communes, c'est-à-dire Mi, Coppet, Founet et Tannay, se sont mis ensemble pour avec une volonté de créer un projet commun sur l'ensemble des 4 communes. Et puis, avec la genèse, etc., ça a pris beaucoup de temps jusqu'à l'arrivée des travaux qui ont commencé en mai 2018. Donc le projet est un projet qui est situé de part et d'autre de Coppet, donc avec 2 lots séparés. On travaille par étapes sur les 2 lots de manière simultanée et on garantit un trafic bidirectionnel grosso modo 90% du temps. Alors actuellement sur le lot 1, donc le premier lot du côté entre Mi et Coppet, on a quasiment fini. On va terminer au printemps-été de l'année prochaine. Et puis le lot 2 qui est ici a pris un peu de retard. Et nous on va terminer à la fin de l'année 2020, donc en automne 2020 on a terminé. Ce projet s'inscrit dans un projet du Grand Genève et c'est un projet qui est financé par le canton, les 4 communes et la région d'Oignon. 70% le canton, 24% les communes et 6% la région d'Oignon. Montant 20,5 millions.
Et on prend maintenant la direction du Jura, à Prémanon. Découverte là-bas de l'espace des mondes polaires. Joli lieu à découvrir et avec une belle rencontre avec l'aventurier qui dirige l'institution. Il est de blanc vêtu, comme la banquise. Un musée permettant de s'immerger dans les pôles avec le froid en moins. L'espace des mondes polaires est à Prémanon, dans le Jura. En fait, il y a une période dans ma vie où je partais tout seul. Rencontre avec son directeur Stéphane Niveau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Antarctique, Arctique et pourtant on est au milieu du Jura, pas du tout le même climat. Pourquoi avoir installé ce musée ici? Oui, la question est fondamentale en fait, puisque c'est l'existence même de ce bâtiment, c'est le nom de Paul-Émile Victor, qui était jurassien d'origine. Lui n'était pas un scientifique de sciences lourdes, il était un logisticien. Il était plutôt de sciences sociales, il était ethnologue, et il a mis sa capacité à faire de la logistique au service des scientifiques. Il est devenu écologiste ou environnementaliste, peu importe le terme qu'on veut mettre derrière cela, en fréquentant ces milieux. Il a rapidement compris que c'était un milieu absolument passionnant, mais à découvrir. On était notamment en glaciologie, c'était le début de la glaciologie. Et rapidement, on s'est rendu compte que comprendre les zones polaires, c'était comprendre en fait le fonctionnement de la Terre. Dans l'immense salle, deux ambiances. Un côté consacré à l'Arctique, l'autre à l'Antarctique. C'était bien pour montrer la différence essentielle entre les deux parties. Une zone inhabitable, l'Antarctique, et une zone habitée et donc habitable, l'Arctique. Ça nous amène forcément à nous poser aussi la question de la notion de territorialité. À qui appartiennent les pôles? À qui appartient le pôle Nord? À qui appartient le pôle Sud? Est-ce que lorsqu'on est Inuit du Groenland, on vit de la même manière que lorsqu'on est Tchouk du côté de la Sibérie orientale? Est-ce qu'on a les mêmes régimes politiques? Est-ce qu'on a les mêmes régimes économiques? Est-ce que la problématique des changements climatiques sont les mêmes entre toutes les communautés qui vivent dans l'Arctique? Voilà. Ça provoque deux choses, ce changement climatique dans ces régions polaires. C'est une mutation paysagère. La fonte des glaciers, les icebergs en plus ou moins grande quantité suivant les lieux où on se trouve, et puis des mutations sociales, parce qu'il va falloir réagir. Il faut que les communautés trouvent une solution à un déplacement, une chasse qui n'est plus la même, une pêche qui n'est plus aussi productive. Est-ce que je continue à garder mes chiens pour le traîneau alors qu'il n'y a plus de banquise, etc., etc. Donc ça engendre d'autres problèmes qui sont évidemment passionnants pour nous, mais qui sont dramatiques aussi dans un tout autre domaine. Au fil du musée, la thématique perdure. On y découvre le carottage, essentiel pour comprendre le changement climatique. À l'intérieur de ces carottes, il y a des poussières, et notamment des petites bulles d'air. Et ces petites bulles d'air renferment l'atmosphère du jour où le flocon de neige est tombé. Je dis n'importe quoi. Ici, on a une petite bulle d'air, ça fait 237 381 ans qu'elle est coincée ici. Là. On va aller la chercher, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Mais là où ça devient absolument incroyable, c'est que dans ces carottes de glace, eh bien, on peut, par exemple, suivre un nuage comme Tchernobyl, 1986. Grâce à ça, on peut remonter dans le temps et comprendre l'évolution des climats en fonction de ce qu'il y a dans l'atmosphère. C'est plutôt rugueux. Stéphane Niveau connaît son musée par cœur et y met beaucoup d'amour. Mais il ne reste jamais trop longtemps dans les montagnes jurassiennes. Il part régulièrement dans les pôles, près de 60 expéditions au compteur. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans ces expéditions-là? Je pense qu'il y a forcément, il s'est passé pas mal de choses dans ma jeunesse, qui fait que je suis complètement tombé amoureux avant de découvrir ces zones polaires. Il y a eu la rencontre littéraire avec Paul-Émile Victor, quand j'étais gamin. Mais oui, après, ça a été, lorsque j'ai pu découvrir ces zones polaires, puisque attiré, là, ça a été définitivement condamné, quoi. Il y a une espèce de virus qui existe polaire dès l'instant où vous y allez une fois. Charcot le disait lui-même, commandant Charcot, c'est que vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner, peu importe le froid, le vent, la fatigue. Ça devient presque une obsession. Donc vous êtes accompagnateur dans ces fameux pôles. Est-ce que parfois vous vous dites que ça dessert un petit peu l'écologie d'emmener ces touristes dans les pôles? Le tourisme polaire est obligatoirement encadré. Et il y a deux organismes qui existent, IATO pour l'Antarctique et AECO pour l'Arctique, qui définissent des règles comportementales, d'accord, où on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et qu'en plus, ces voyages sont forcément encadrés par des guides polaires, naturalistes, conférenciers,
Et ça permet en effet de discuter avec les personnes en leur demandant mais pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous voulez voir de la faune sauvage? Voilà comment il faut se comporter pour voir de la faune sauvage. Et généralement, la plupart des personnes, pour ne pas dire la totalité des personnes qui sortent de ces voyages, sont des ambassadeurs. Et je pense qu'il est beaucoup plus sain de parler de ces zones et de les voir, donc, et de ne pas mettre les zones sous cloche, parce qu'il est plus difficile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Or là, quand on y va, on se rend compte de la fragilité des choses et qu'il y a un comportement à avoir et qu'on peut voir ces zones, en tout cas c'est mon avis, sans être invasif, sans être déstructurant. Il est possible, avec des règles de comportement, de pouvoir découvrir ces zones. Après Manon, le musée raconte les pôles. Et pour s'immerger dans le froid, rendez-vous dans une autre partie du musée. Voilà, l'espace des mondes polaires, c'est aussi une patinoire pour profiter un petit peu et s'éclater au-delà du musée. Moi, je vais faire encore quelques petits tours pour m'entraîner. Je vous souhaite une très belle soirée sur les Monts Bleus. Au revoir.